Bienvenue dans Les Pépites de Paris-Saclay, le podcast qui vous plonge au cœur de la vie et de l'innovation d'un territoire d'exception. Ici, chercheurs, étudiants, entrepreneurs et habitants construisent chaque jour le futur déjà bien vivant à Paris-Saclay. Des histoires, des projets et des découvertes qui changent le quotidien. Vous êtes au bon endroit pour explorer les pépites qui façonnent notre monde. Un podcast animé par Sylvain Allemand. Aujourd'hui, nous recevons Laurence de Villers, professeure en intelligence artificielle à l'université Paris-Sorbonne et chercheur au laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique. Cet épisode s'inscrit dans une série dédiée à l'intelligence artificielle, conçue à l'occasion du sommet pour l'action sur l'IA, qui se tiendra les 10 et 11 février à Paris. Laurence de Villers, bonjour. Bonjour. Merci à vous de vous livrer à l'exercice du podcast. Nous tenions à vous avoir dans notre série parce que vous travaillez de longue date sur l'IA. Vous êtes professeur en IA à Sorbonne Université et entre autres lieux dans lesquels vous intervenez, vous êtes chercheuse au laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique. Avant de vous demander de vous interroger sur l'état de votre réflexion, de vos recherches sur l'IA qui nous agite aujourd'hui très fortement avec les nouvelles générations de modèles de langage. Avant de vous interroger aussi sur vos attentes par rapport au sommet pour l'action sur l'IA qui se tiendra les 10 et 11 février, j'aimerais revenir sur votre parcours parce que vous êtes intéressé de longue date aux interactions homme-machine, donc quelque chose qui a à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA, mais avec aussi pour particularité de les appréhender, ces interactions, au prisme des dimensions émotionnelles, affectives. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, mais je vous remercie de rappeler cette activité sur la modélisation affective. En fait, elle est venue de mes travaux sur l'apprentissage machine, où je modélisais le langage pour faire la reconnaissance de la parole, puis des systèmes de dialogue pour des agents conversationnels au téléphone. Et même au téléphone, les gens, justement, puisqu'ils s'expriment que par la voix, ont beaucoup d'émotions. Et donc, j'avais des corpus de données où, même dans une discussion humain-humain, pouvait avoir une incompréhension et des montées de mécontentement parce que le renseignement n'arrivait pas assez vite ou parce qu'on n'arrivait pas à trouver une solution à un problème. Donc ça m'a amené à être très curieuse sur le fait de pouvoir détecter ces inflexions de voix dans la musique de la voix, mais aussi dans les mots prononcés, et de travailler sur l'apprentissage machine autour de la détection donc de l'émotion. Alors pas n'importe quelle émotion, on va dire que c'est vraiment cadré à différentes tâches. Et donc j'ai beaucoup travaillé toute ma carrière avec beaucoup d'étudiants d'ailleurs qui ont passé des thèses là-dessus sur les voix âgées, les voix jeunes, autour des émotions. Nous sommes à quelle époque quand vous investissez ce domaine-là ? 2000, très bien. À quel moment commencez-vous à appréhender ce genre de problématique au prisme de l'IA ? À quel moment l'IA s'impose à vous et de quelle manière ? En fait, c'est déjà l'IA. L'IA a 80 ans. Donc, quand j'ai commencé ma thèse, c'était déjà avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui est principalement de l'apprentissage avec des réseaux de neurones immenses, avec beaucoup de paramètres. Et bien à l'époque, en fait, j'ai commencé à travailler sur ce sujet assez nouveau, qui était les réseaux de neurones, avec différents types de réseaux, avec du deep learning, parce qu'il y avait des couches cachées, il y en avait plus d'une, et sur des données qui venaient de challenges qu'on avait avec les Américains sur les données d'ARPA. Et donc, j'ai pu montrer que les réseaux, tels que je les utilisais, qui étaient des perceptrons multicouches un peu plus complexes avec des séries temporelles qu'on prenait dans chaque couche, apportaient dans la reconnaissance de la parole, qui était le but, là, premier, en les hybridant avec des technologies plus symboliques qui manipulaient du langage, des modélisations probabilistes, mais sur des mots. Alors, quand vous dites « je travaillais sur ces thèmes-là », en fait, vous travaillez sur ces thèmes-là avec d'autres experts, d'autres disciplines, dans une démarche interdisciplinaire, mais en y ajoutant quelle particularité au plan disciplinaire, celle des sciences humaines et sociales ? Alors, c'est arrivé le long de mon parcours de façon progressive d'aller vers l'interdisciplinarité et d'autres sciences. Ça a commencé effectivement par mes travaux sur les émotions, puisque j'ai commencé par travailler avec des psychiatres, par exemple, avec des psychologues. On avait un projet avec justement cette idée de travailler sur la phobie sociale et comment dans la voix on pouvait ressentir des indices liés à des phobies. Ensuite, ça a été dans l'idée d'aider des personnes âgées. Est-ce que dans la voix on pouvait avoir des indices de dépression, de souffrance ? Donc vous voyez, mon parcours est venu petit à petit par le biais en fait de la santé aussi et de
d'interaction avec des experts en médecine, en psychiatrie. Puis, il a été beaucoup plus loin parce que je me suis intéressée à finalement comment on pouvait convaincre à travers ces machines. Est-ce que il y avait des problématiques? Parce que quand on travaille sur la détection des émotions, il faut se poser le problème de l'éthique de ces objets. Il faut lâcher le mot là, éthique. Bien sûr. Voilà. Et donc, assez tôt, j'ai pris conscience que, d'abord, c'est de la perception qu'on modélise. La perception de l'humain n'est pas à 100% du même avis. Nous avons tous, alors c'est au prisme de quoi? On appelle ça, c'est idiosyncrasique, c'est-à-dire, en fait, c'est lié à son apprentissage, son éducation, donc personnelle. Et puis, c'est aussi très culturel. Et donc, créer des systèmes de détection des émotions universels serait une erreur énorme pour les sociétés. Nous n'avons pas les mêmes façons, ni d'exprimer, ni de ressentir différents aspects de notre vie. Et puis j'ai montré à la fois aussi, après ma thèse d'une habilitation à diriger des recherches à Saclay, que les émotions c'était quelque chose de très complexe. Puisqu'en fait, on avait tendance, dans la communauté scientifique à l'époque, à travailler sur des données actées, avec l'idée d'aller détecter une émotion puis une autre. Et c'est encore beaucoup le cas dans les systèmes qu'on trouve vendus à travers le monde pour différents objectifs de surveillance des émotions. Mais c'est très simple en fait, c'est très simpliste même. Puisque ce que j'ai pu montrer, c'est que dans beaucoup de situations très réalistes, nous avons plusieurs émotions en même temps. Donc on peut être soulagé parce que quelqu'un vient nous aider au SAMU, par exemple, et en même temps très désespéré parce qu'on vit un drame personnel. Et les deux s'entendent dans la voix à différents niveaux. Alors, le canal prosodique de la musique de la voix peut être empreint des deux à différents moments. Le canal linguistique, il est plutôt dans un sens ou dans un autre, positif, ou au contraire très apeuré, très négatif. Mais vous voyez, c'est un objet très complexe. Et j'ajouterais que la dimension culturelle est aussi très peu, en fait, prise en compte dans ces systèmes. Elle est fondamentale. Dans quelle mesure l'intelligence artificielle générative, dont on parle maintenant depuis quelques années, répond à cette réalité, prend en compte cette dimension émotionnelle, selon vous? Alors, elle prend de deux manières différentes. D'abord, puisque l'intelligence artificielle, à l'heure actuelle, qui sont l'apprentissage à partir de ces réseaux de neurones, la détection et la génération, la production aussi de formes qui s'apparentent à ce qu'on avait mis dans la base de données à l'entrée de l'apprentissage, eh bien, elle embarque dans nos données forcément des émotions. On a pris des données sur Internet, qu'elles soient textuelles, vidéo, audio, et donc on a des émotions présentes. Ça, c'est la première phase. C'est-à-dire que la machine elle-même intègre des informations émotionnelles dans le texte et l'audio, puisque le dernier système que j'ai testé, c'est Moshi, par exemple, qui est excellent, qui est fait par QTile, cette nouvelle boîte montée aussi par Xavier Niel, et d'autres qui sont très investis, en fait, dans cette idée d'aller plus loin aussi, d'objets souverains, mieux compris par le terreau scientifique, en tout cas français et européen. Il faut comprendre qu'à travers ces mots et à travers ces vidéos, nos émotions sont représentées. Donc j'ai beau vous dire, cette machine est une machine algorithmique, probabiliste, donc n'attendez pas à ce qu'elle ressente quoi que ce soit, la production va être différente. C'est vrai que la première idée, c'est de se dire, bon, c'est pas la peine d'être poli avec la machine, on va pas la remercier, puisque de toute façon, il n'y a personne dedans. Mais c'est pas vrai, il y a un article de MIT qui montrait que plus on est poli avec la machine, mieux ça marche. Parce que ce sont nos données à l'intérieur, et c'est ce paradoxe-là qui est difficile à comprendre, puisque par anthropomorphisme, on va projeter sur cette machine 3 types de capacités, et je crois qu'il faut bien comprendre ces 3 types. La première, c'est que la machine a des connaissances, elle n'en a pas. Elle aime une IA générative, c'est un énorme puzzle qu'on a fait sur des milliards de données, qui est encapsulé dans un modèle, et on utilise ce puzzle pour régénérer des formes. Donc, c'est d'abord tout ce qui est majeur qu'on va voir, statistiquement plus probable. Et puis, ça peut être des hallucinations. On peut être à côté de quelque chose. Et puis surtout, on a perdu toutes les sources. C'est fondamental pour un chercheur de parler des sources. On s'appuie les uns les autres sur les travaux pour construire quelque chose. Et donc c'est vrai que là, on n'est plus capable de dire qui a dit cela, d'où cela vient. Il n'y a aucune notion de vérité et de vérification. Alors, on peut toujours rajouter des touches dessus, c'est ce qu'ils essayent de faire, pour mettre des sparadraps qui vont vérifier un certain nombre de choses. Mais c'est un rajout. Donc c'est important de comprendre cela. La deuxième chose aussi, c'est que c'est fondamentalement calculé sur des données en anglais américain. Avons-nous la même culture ? Il faudrait quand même se poser des questions d'opinion, comment nous vivons l'interaction avec le monde. Et le troisième point qui est très important à comprendre dans les IA génératives, qui ne sont pas tous, c'est que ces IA n'ont pas de corps, n'ont pas de ressenti, et ces données qui sont prises en compte par la machine sont des données numérisées. C'est-à-dire sans compréhension ni de l'espace, ni du temps, ni du sens commun, sans aucune morale. Et pourtant, la deuxième capacité, donc, c'est on va projeter des connaissances, elle n'en a pas, on va projeter des affects,
elle n'en a pas, mais il y a les nôtres à l'intérieur, dans ces données, et on va projeter des valeurs morales. Et ça aussi, c'est ce qui est majoritairement dans le corpus. Donc si vous avez des corpus de fake news, vous allez les retrouver avec des tas d'idées qui ne sont pas forcément les vôtres, qui vont réapparaître parce qu'elles sont majeures. Donc il faut bien comprendre qu'il faut garder devant ces systèmes notre libre arbitre et la compréhension et démystifier cela. Alors ça ouvre la porte sur des enjeux de pédagogie, d'éducation, d'apprentissage. Et là, c'est bien évidemment une invite à témoigner de ce que vous avez fait en direction des tout jeunes à travers donc ces capsules éthiques numériques. De quoi s'agit-il et est-ce que c'est justement pour répondre au constat que vous venez d'évoquer? Le constat, c'est que les enfants et les adolescents sont très vulnérables en fait face à ces IA qu'ils utilisent beaucoup. Ils vont jouer aux jeux vidéo et ils vont chercher à faire leurs devoirs à travers ces machines. Alors, on leur a appris ou pas à l'école à comment déceler les pièges de ces machines, comment chercher ce qui est vrai ou pas vrai, quelle est la valeur à donner en fait à ce que nous ramène cet objet qui est un outil avant tout. Je crois qu'on manque en fait à l'école de considération vers alors c'est pas l'épistémologie ni l'éthique de l'IA qu'il faut apprendre aux enfants, mais c'est les usages. Et finalement déjouer ce que font ces systèmes qui traquent notre attention pour nous garder plus longtemps face à la machine, nous envoyer le maximum de publicité. Et donc, si vous voulez, la machine est optimisée pour finalement nous garder captifs. Donc ça, il faut bien comprendre que pour les enfants et les adolescents, c'est pas exceptionnel pour leur apprentissage à l'école. Et c'est pas exceptionnel non plus qu'ils utilisent une prothèse pour faire leurs devoirs. L'école, avant tout, c'est apprendre à apprendre. Et il est essentiel que on construise des programmes où on tienne compte en fait de la démystification de l'IA pour bien faire comprendre la place de ces outils et puis qu'on ait des temps sans outils. L'outil va apporter sûrement des façons de voir les choses différentes, puisqu'en fait c'est une machine totalement inhumaine, c'est cet algorithme qui va mouliner des données en grandeur avec un prisme qui n'est pas humain, avec la capacité de voir des micropixels proches pour déceler de façon précoce des cancers. Pour tout un tas d'objectifs, ces outils vont nous faire avancer de façon majeure sur ce qu'on veut faire en écologie, sur les nouvelles énergies, sur la collectivité, comment on vit certaines choses en collectif. On va avoir des masses de données, on le sait déjà pour la santé, de mélanger des informations de type environnement avec des informations médicales, apporte en fait pour comprendre les causes de certaines maladies. On va aller vers quelque chose d'extrêmement important, les mathématiques aussi, c'est fulgurant à quel point on peut utiliser de façon extrêmement positive pour la société ces différents outils d'IA. Mais c'est pas vrai que il faut en être dépendant, en tout cas, il faut qu'on puisse créer avec, mais pas qu'on les utilise comme des prothèses. Voilà, ah oui. C'est un outil, c'est plus qu'un outil. Ça peut, pour moi, je dis, c'est un outil qui pourrait nous faire découvrir le monde. Il ne faudrait pas qu'il nous fasse découvrir juste le monde qui voit par sa petite lorgnette, vous voyez. Parce que la numérisation, déjà, ça appauvrit le monde. Ouais. Et donc c'est l'enjeu de ces fameuses capsules que vous avez mises au point, qui ne sont pas encore diffusées. Elles sont pas encore diffusées, elles viennent d'être terminées. Voilà. Donc c'est grâce à un groupe, parce qu'on ne fait jamais les choses tout seul. Donc d'abord j'ai eu la grande chance d'être présidente de la Fondation Blaise Pascal et de travailler avec une équipe très très intéressante de mathématiciens. Donc Cédric Villani est là, Hugo Duminil, des grands informaticiens et avec des professeurs à l'école. Et donc nous sommes dans des industriels, bien sûr, des industriels qui viennent aussi aider, et puis tout un terreau intellectuel propice à essayer de construire quelque chose de différent. Et donc on a essayé en fait, puisque j'avais aussi eu la grande chance de participer à des commissions sur l'éthique du numérique avec des chercheurs de haut niveau, philosophes, informaticiens, anthropologues, voire politiques, qui avaient en fait travaillé beaucoup en fait ces différentes questions. C'était intéressant d'avoir une possibilité de se réapproprier ces idées, mais de les transformer pour les jeunes. Et je crois que c'est ça les capsules, c'est en fait sur 10 thèmes, grâce à une équipe fantastique de jeunes en psycho, en socio, en philo, et nous, informaticiens et mathématiciens autour, on a créé ces capsules avec des petits scénarios pour comprendre le harcèlement, ordinateur fait mes devoirs, être une fille ou un garçon sur Internet. La cyberattaque. Voilà. Et puis la prise de l'attention, et un truc tout simple qui parle aux enfants. C'est free to play, c'est-à-dire vous allez jouer gratuitement, et c'est pay to win. Donc il y a même un rapport de l'Europe qui montrerait que des enfants en moyenne dépenseraient jusqu'à 40 € par mois, ce qui est beaucoup. Et cela, des capsules qui sont conçues dans la relation pédagogique, donc en intégrant les enseignants.
Ah, fondamentalement, Voilà. sans enseignants, c'est Bien pas sûr. la même chose. En fait, c'est un collectif qui doit travailler sur les capsules. Donc, on propose ces petites... Une capsule, c'est un petit film de 2 à 4 minutes sur un sujet. Tout est décrit sur un document qui est donné au professeur, savoir quelles sont les idées majeures qu'on voulait montrer aux enfants. Il n'y a pas du tout d'adultes qui parlent, hein, c'est une chouette, comme la chouette de Merlin qui fait le professeur, on va dire. Et il y a des témoignages d'enfants qui disent « Moi, je joue beaucoup, moi, je joue moins, les filles, elles ont le droit d'être là aussi. » Enfin, c'est très intéressant d'avoir ces témoignages du même âge, hein, c'est 9-11 ans, la cible 8-11 ans, on va dire. Et donc, il faut les voir en collectif et se poser des questions. C'est le moyen, en fait, d'affiner son regard sur ces différents objectifs. Et en partant de leurs usages actuels. Oui, on s'est intéressé aux réseaux sociaux, à l'IA, qu'est-ce que c'est que le code, le harcèlement à travers ces objets, les robots mon ami, et puis l'IA qui fait mes devoirs, voilà, et les informations qu'on vient de me prendre, qu'on retrouve dans la toile. Enfin, tous ces sujets-là, et le green AI aussi, la dépense d'énergie nécessaire. Et puis qu'est-ce que c'est qu'aussi l'information privée, finalement? Qu'est-ce que c'est nos données privées? Prendre conscience de cela, c'est donner aux enfants la capacité, de vouloir créer avec ces outils d'intelligence artificielle, d'imaginer demain, pour différents objectifs de santé, d'écologie ou autres, de se dire qu'on n'est pas dépendant de ces machines, qu'on peut avoir un regard différent. Donc c'est vraiment vers de la créativité, d'avoir envie de faire des sciences. Parce qu'on a besoin de mathématiques statistiques au moins, et puis d'appréhender quelques aspects scientifiques, et c'est voir les sciences autrement dans l'univers qui est le nôtre. Ça apporte beaucoup, en fait, je pense, de comprendre cela, de travailler sur cette relation avec les autres et la nature à travers ces outils, et c'est aussi de faire que les filles viennent. Le sommet pour l'action sur l'IA se tient le 10 et 11 février. Vous allez y participer. Est-ce que vous allez y participer avec l'espoir de faire inscrire dans l'agenda des États, des gouvernements, ce type de préoccupation, les enjeux pédagogiques de l'IA? Oui, alors je ne suis pas toute seule, il faut être une coalition pour bien peser dans ces discussions gouvernementales. Auxquelles vous allez participer. Oui, alors grâce à everyone.ai, qui est donc une association qui est dans la Silicon Valley, qui regroupe un certain nombre d'acteurs qui ont les mêmes considérations que celles qu'on peut avoir ici à la Fondation, et on est 1000, il y a des professeurs, il y a des chercheurs, des enseignants, et donc on se retrouve sur ces enjeux en se disant il faut déjà qu'on prenne conscience. Donc à travers ce sommet, ce qu'on espère, c'est qu'effectivement sur l'IA et les enfants, le développement des enfants, on prenne conscience qu'ils dorment moins, ils vont avoir des problèmes de myopie plutôt, des problèmes d'attention, et qu'on a besoin de comprendre dans leur développement, eux d'enfants, quelle serait la place exacte à donner à ces machines pour demain qu'ils soient nouveaux talents, qu'ils aient une imagination débordante sur des objectifs qui soient positifs pour la société. Et je pense qu'on a besoin d'avoir cette réflexion de façon collective, internationale, de façon différente, suivant les cultures, et que ce sommet de l'IA Action, c'est le moment d'avoir une action d'éducation envers les enfants sur l'IA et l'éthique. Nous pourrions clore cet entretien sur ces mots, mais je ne résiste pas à l'envie, Laurence de Villers, de vous interroger sur vos attaches avec l'écosystème Paris-Saclay. Je l'ai dit, vous êtes professeur en IA à Sorbonne Université, mais vous avez des attaches avec cet écosystème. Vous les avez évoquées incidemment. Est-ce qu'on peut y revenir? En fait, j'ai fait un DEA d'électronique sur le plateau. Puis j'ai travaillé pour ma thèse avec des réseaux de neurones à Saclay, donc au LIMSI. C'était un laboratoire qui s'intéressait à l'informatique et à la mécanique. Et puis j'ai fait mon HDR aussi au LIMSI. En fait, j'ai changé de sujet, moi, plutôt que de changer de lieu. On m'avait proposé, avant donc d'être enseignant-chercheur à Saclay, j'étais quand même à SRI, Stanford Research Institute, qui avait en fait une attache à Paris et qui m'avait embauché pour travailler sur la reconnaissance de la parole, qui a déménagé après aux États-Unis, qui m'avait proposé de partir avec eux, et je suis restée parce que il me semblait qu'on pouvait travailler très bien ici aussi. J'ai continué après en ayant un pied à la Sorbonne où j'enseigne, dans cette pluridisciplinarité que je rêvais, c'est-à-dire dans une UFR de sociologie et d'informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Et puis je continue donc ici à Saclay, au LISN. Maintenant, le laboratoire s'appelle le LISN. C'est en fait le LIMSI et le LRI qui ont fusionné. Et c'est un laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique où j'ai une chaire en IA sur le nudge et l'informatique émotionnelle, où je parle beaucoup d'éthique et où j'ai fait de la médiation, et ce qui m'a amené
à travailler aussi en étant président de la Fondation Blaise Pascal sur ces capsules et pouvoir apporter... Sans oublier l'Institut d'Ataya. Alors j'ai passé du temps aussi à l'Institut d'Ataya avant les instituts et avant 2016 en travaillant sur les premiers sujets qui étaient d'interdisciplinarité, c'est-à-dire comprendre l'IA, non pas seulement comme un objet technologique, mais bien utilisant nos données pour faire quelque chose avec un aspect de manipulation et d'émancipation. Et donc comment on peut aller plus loin avec ces outils en comprenant mieux comment l'humain réagit par rapport à ces objets. Dans le travail, on voit que c'est très important, dans l'éducation, pour la santé, mais pour les chercheurs aussi, puisque eux aussi peuvent déceler s'il y a des conséquences plus ou moins positives de ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que c'est important que l'éthique du numérique soit en même temps que l'on déploie ces nouvelles stratégies pour innover. Mais dans quelle mesure cette fréquentation, cette connaissance de l'écosystème Paris-Saclay, ça sera ma toute dernière question, vous a convaincu de l'intérêt de mener des recherches sur l'IA, par exemple, dans un territoire, parce que par définition, ça vous permet d'interagir très facilement, de manière plus ou moins formelle, avec des collègues et d'avancer cela. Est-ce qu'un écosystème n'est pas propice à l'émergence d'une intelligence humaine et collective à même de nous éclairer plus efficacement possible sur les enjeux de l'IA? Je fais les questions et les réponses, mais c'est votre réponse que j'attends. Oui, je pense que le data IA et l'écosystème qui est construit autour de l'IA sur Saclay avait cette ingéniosité de faire parler des disciplines différentes avec des enjeux qui pouvaient être communs. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec des économistes du comportement sur le plateau, avec des gens qui étaient plutôt sur le droit, pour comprendre différents aspects en fait de ces solutions d'IA qu'on est en train de construire. À travers data IA, il y avait aussi des liens avec les industriels. Moi, j'ai travaillé aussi sur la confiance autour de ces machines et qu'est-ce que l'éthique. Donc c'est vraiment la meilleure façon en fait de construire sur l'IA demain, c'est d'avoir des pôles comme ça qui soient interdisciplinaires à la frontière. Et je pense que les chercheurs ont un énorme challenge qui est celui que l'industrie n'arrive pas à faire en ce moment, c'est de démystifier en fait les IA génératives. Et je salue le fait qu'à l'heure actuelle, on va aller vers de l'open source qui va permettre à la recherche de rentrer aussi dans un jeu où il est nécessaire qu'il y ait suffisamment d'acteurs pour aller déceler ce qui peut être très positif, ce qui est peut-être moins à éviter, et en tout cas que nous aidions l'innovation et l'économie à grandir en Europe. Laurence de Villers, vous avez une actualité éditoriale, j'ai sous les yeux Qui a hacké Garoutsia, que vous avez coécrit avec Serge Abiteboul et puis Gilles Dowek-Kezako. Alors Gilles Dowek, il est aussi sur Saclay, à l'ENS, et Serge Abiteboul à Paris, à l'INRIA. Donc nous avons travaillé sur le ressenti qu'on aurait auprès d'agents conversationnels. On a ChatGPT dans les mains depuis 2022. Alors c'est pas ChatGPT, c'est mieux que ça. C'est une IA qui apprend de nous. Et en même temps, elle devient désirable parce qu'elle a une sorte de mémoire de notre histoire. Et donc c'est assez truculent. Nous avons écrit un texte en s'amusant beaucoup autour finalement de la démystification des termes déjà. Donc on parle d'apprentissage, on apprend des choses sur l'intelligence artificielle de façon ludique parce que c'est avant tout une pièce tragicomique, surtout comique. C'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre, tout à fait. Elle a été montée en 2023 donc à Avignon et elle est jouée à Paris en ce moment depuis septembre sur la scène parisienne à 19h30 le mardi jusqu'à fin février. Donc vous poussez très loin l'interdisciplinarité au sens où vous faites fi de toutes les frontières, y compris les frontières artistico-scientifiques. Alors nous sommes 3 scientifiques à avoir écrit cette pièce en se disant comment peut-on toucher les gens autrement, et c'est vraiment ce pas de côté pour aller vers le théâtre vivant qui nous a semblé intéressant. Je pense que le cinéma devrait aussi ouvrir des portes sur l'IA, mais on est trop dans la science-fiction et c'est bien de le rattacher à quelque part une vérité pas loin de celle que nous vivons. Et ce qu'on a essayé de faire dans cette pièce. Vous êtes l'auteur notamment des robots, les robots émotionnels, publié en 2020 à l'Observatoire. Je renvoie les auditeurs à la lecture de ce livre. Vous avez une autre actualité éditoriale toute brûlante. Oui, alors j'ai écrit un autre ouvrage qui sortira sans doute début mars et qui porte aussi sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut en connaître le titre? Oui, alors ça serait, c'est un titre qui représente assez bien en fait là où je suis, c'est-à-dire IA, ange ou démon. Sachant que ce livre paraîtra aux éditions du Cerf. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter Les Pépites de Paris-Saclay, un podcast produit par l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur de l'innovation, de la recherche et des talents qui transforment le quotidien. Rendez-vous au prochain épisode pour découvrir une nouvelle pépite de Paris-Saclay.